Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Double Sailor Senshi. Minasan konnichiwa perfectigium des. Mes amis, l'heure est grave. Ils sont là, dans les campagnes, dans les villes. Les yokai sont là, et ils attaquent nos concitoyens pour leur dévorer impitoyablement les cheveux. Mais heureusement, 2 émules de Sailor Moon sont là pour les arrêter. Et partez pas tout de suite, enfin. Je sais, dit comme ça a pas l'air effrayant pour un copec, mais... peut-être qu'à l'écran, ça fonctionnera? Qui sait? Ikuzo! Le film débute par une nuit tellement glaciale que même les nichoirs grelottent. Ah pardon, en réalité c'était une cage à yokai dont le prisonnier vient de s'accorder une libération anticipée. Un écran titre plus tard, nous faisons connaissance avec la jeune Sae, jouée par Ae Katsuji avec une perruque, qui se fait attaquer par le yokai évadé qui l'a... Non, rassurez-vous, il est pas en train de lui rouler des galoches, il lui bouffe juste les cheveux. Le pire, c'est que c'est effectivement moins dégueu. Car comme son nom l'indique, Kamikuijiji, ce qu'on pourrait traduire par Papy Croque-Cheveux, est un yokai se nourrissant de cheveux humains. Et d'entrée de jeu, on constate qu'il est pas très futé, car si au lieu d'attaquer des passants au hasard et de s'attirer ainsi les foudres des super-héroïnes locales, il lui aurait suffi d'ouvrir une honnête boutique de coiffure pour pouvoir se sustenter en toute légalité. Ah oui, au passage... malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucune trace d'un yokai officiel nommé Kamikuijiji. Il s'agit donc soit d'un yokai particulièrement obscur, soit d'une création originale de Zen Pictures. Et puisqu'on parle de super-héroïne locale, il est interrompu par l'arrivée de Miki en cosplay de Sailor Mars, et qui est interprété par Rika Kawamura dans son tout premier rôle pour Zen Pictures. Car elle a joué dans pas mal de films pour Zen Pictures, mais aussi dans quelques tokusatsu officiels, comme Shogeki Go Raigun, où elle jouait le rôle du fanservice ambulance Surfer Jen, ou dans le Sentai Gokaiger, où elle joue aux cartes avec Black Condor de Jetman. Ah si, c'était très important dans le scénario. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, l'acteur de Black Condor jouait aussi dans Shogeki Go Raigun, ce qui fait qu'ils ont joué ensemble dans 2 séries. Coincidence, we think not. Pour en revenir au film, elle est obligée de laisser filer Kamikuijiji pour s'occuper de sa victime à qui il a grignoté les cheveux. L'urgence de sa situation m'échappe. Elle la conduit donc à l'hôpital où elle fait la connaissance de sa sœur aînée Yuko, qui, le soir même, est réveillée par... Good vibration. Un fan des Beach Boys, apparemment. Il s'agit de Oshi le Sailor, qui avait autrefois emprisonné Kamikuijiji et ses confrères yokai, et qui est depuis réduit à l'état d'esprit désincarné, qui ne peut donc plus les combattre. C'est pourquoi il a transmis une partie de son pouvoir à Miki, et qu'il a l'intention de faire pareil avec Yuko, dont il a décelé le potentiel de scelleuse. Au passage, la scène où il explique la situation à Yuko est assez fun, puisqu'elle alterne entre mode « la la la, j'entends rien, la 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 » et essayer de trouver d'où vient la voix, vérifiant même si ce ne sont pas ses peluches qui lui parlent, dans un hommage assez amusant à la version live de Sailor Moon, où Sailor Moon et Sailor Venus recevaient justement leur pouvoir de 2 chats en peluche. Le lendemain, Yuko retombe sur Kamikuijiji poursuivi par Miki en cosplay de Sailor Mars, et Oshi la recontacte pour lui expliquer que pour se transformer, il lui suffit d'écrire le caractère japonais de So sur sa main et de l'avaler. Ne riez pas, c'est pas si facile que ça en a l'air, la preuve, il lui faut plusieurs essais avant d'y arriver. Vous noterez au passage que le costume de Yuko, contrairement à celui de Miki, est à manches longues. Ça fait un peu bizarre, mais peut-être que là aussi c'est un hommage à Sailor Moon où chaque Sailor Senshi avait une tenue différente. Malheureusement, Yuko est encore un peu timorée et ne sait pas bien se battre, alors que même la nettement plus badass Miki a des difficultés à le combattre. Elle a notamment beaucoup de mal à contrecarrer sa technique d'esquive, qui est ma foi fort personnelle. Finalement, Kamikuijiji met Miki KO, essayez de répéter ça 10 fois de suite, c'est pas facile, et l'emporte avec lui dans son QG pour l'obliger à lui révéler où sont emprisonnés ses copains. Et comme Oshi n'a pas jugé utile de le lui dire, ça risque de durer longtemps. Et au passage, il faut croire que les cheveux de Miki sont particulièrement indigestes,
puisque dès qu'il a un creux, Kamikuijiji repart à la charge en la laissant sans surveillance, alors qu'il aurait très bien pu manger sur place, puisqu'on ne peut pas dire que Rika Kawamura ressemble à Shined O'Connor, qui pourrait tout aussi bien s'appeler Skinhead O'Connor. Ok, j'avoue, celle-là, elle était tirée par les cheveux. Pendant ce temps, à Veracruz... Yuko rend visite à sa sœur Sae à l'hôpital, laquelle est profondément démoralisée par son nouveau look. Perso, je vois pas où est le problème, c'est même un look qui était très à la mode dans les années 80. Elle part donc affronter Kamikuijiji et se fait capturer à son tour par solidarité avec sa collègue. Au passage, les tortures utilisées par Kamikuijiji pour les faire parler sont pour le moins surréalistes. Il les ligote ou les fouette avec ses cheveux. D'ailleurs, pourquoi il bouffe pas ses propres cheveux, ce con? Et pendant qu'on y est, il les préfère avec ou sans pellicule. Et quand il ne se sert pas de ses cheveux, il leur tape dessus avec... un coton-tige géant. Ah pardon, c'est un gourdin fait de cheveux en fait. Et c'est censé être moins ridicule. Il est finalement contacté par Oshi qui lui propose un marché, il libère ses prisonnières et en échange il lui révèle où il a emprisonné ses copains. Mais maintenant que vous lui avez dit, il va aller les délivrer. Ne vous en faites pas pour ça. Il est beaucoup trop con pour penser à utiliser une échelle. À ce point-là? Et bien plus encore. On a alors droit à un peu d'exposition avec Miki qui explique à Yuko que elle aussi, un membre de sa famille, en l'occurrence sa mère, a été agressée par Kamikuijiji avant que Oshi lui donne ses pouvoirs. Oshi qui réalise brusquement qu'il ne les a pas formés pour être des Sailor Senshi et décide donc de leur apprendre une super attaque finale de la mort qui tue. Et vous pouviez vraiment pas nous l'apprendre plus tôt. Ah, vous savez, même en tant qu'esprit matériel, au bout de plusieurs siècles, on devient forcément un peu gâteux. Elle part donc affronter Kamikuijiji et l'emprisonne derrière un champ de force. Non mais rassurez-moi, c'était pas ça leur super attaque finale de la mort qui tue, si. Ah non, c'est des épées, je préfère ça, c'est quand même nettement plus badass. La musique aussi d'ailleurs est nettement plus badass. Alors là, si jamais il se baisse, elle s'entretue. Heureusement, comme on l'a vu depuis le début, il est vraiment très con, donc évidemment qu'il se baisse pas. Ah bon, c'était ça leur super attaque finale de la mort qui tue? Bah ils auraient pu commencer par ça, hein, ça a l'air quand même vachement efficace. Même si c'est beaucoup moins spectaculaire que le combat à l'épée, évidemment. Ah, c'est Sailor Senshi, il faut toujours qu'elle se la pète. Elle retrouve ensuite Sae sans sa perruque, ce qui donne à Yuko l'idée de se couper elle aussi les cheveux. En 6 ans, ça m'ira beaucoup mieux. Korede Owarida. Au final, Double Sailor Senshi est... sympa. Le méchant est original, même si son look est pas terrible, avec des attaques farfelues à souhait en rapport avec les cheveux, et les deux héroïnes sont sympas avec de bonnes motivations, mais manque un peu d'alchimie, puisqu'on les voit très peu interagir entre elles, à part dans quelques scènes de discussion. En outre, elles ne sont pas vraiment logées à la même enseigne niveau capacité de combat, Rika Kawamura étant clairement la plus douée des deux. Ça manque aussi de pouvoir et d'attaques personnalisées, dans le sens où Miki et Yuko utilisent toutes les deux les mêmes. Ah oui, vous aurez remarqué que je les appelle tout le temps par leur prénom, mais c'est parce qu'elles ont aucun nom de code dans le film. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en visionnant des clips grâce à leur fonction Clippy. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique et mes critiques de séries sur Tokuona où je parle de Time Ranger, un Sentai sorti en l'an 2000 dans lequel des policiers de l'an 3000 traquent des criminels extraterrestres qui se sont réfugiés dans le présent, enfin à l'époque puisque c'était il y a 20 ans maintenant, pour y poursuivre leurs méfaits en toute impunité. Johnny!
assaisonnés au pétrolane comme je les aime.